Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Land Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler des modifications, dont les avenants bien sûr au DSP, mais tout de suite, les brèves de la semaine, avec un arrêt du Conseil d'État intéressant sur le statut des personnels des EPIC. Vous savez que ceux-ci sont de droit privé, mais qu'il peut y avoir des dérogations par convention ou accord d'entreprise. Oui, mais dans quel cadre, quelle application, l'AFD en l'espèce. Arrêt intéressant. En matière de contentieux, vous savez, et c'est très clair depuis 2004, 2001 et surtout 2004, que quand on a des observations de gestion d'une chambre régionale ou territoriale des comptes, on n'a pas de recours. Mais on peut demander des rectifications, quelques ajustements, quelques corrections, et là, si ça est refusé ou accepté seulement partiellement, on peut faire un recours. Oui, mais un recours qui est un contentieux dans ces cas-là très particulier et assez limité. La CA de Marseille vient de donner une intéressante illustration de ce régime. Et puis, l'impartialité interdit-elle à une même formation de jugement de connaître de deux décisions à rendre pour régulariser une autorisation d'urbanisme ? Réponse non, ce n'est pas une atteinte à l'impartialité, nous dit le Conseil d'État, dans une décision qui avait un second intérêt en droit pur de l'urbanisme sur les documents d'urbanisme en montagne. Est-ce que ceux-ci ont l'obligation de protéger les espèces animales pour un certain nombre de travaux montagnards, ce du L122.2 du Code de l'urbanisme? Réponse non. Urbanisme toujours. La cassation civile, troisième, avait dit que l'action démolition est ouverte aux communes, même si la compétence urbanisme, lui, est intercommunalisée. Eh bien, la CA de Paris vient d'en tirer les conséquences pour ce qui est du droit administratif. Et puis en matière d'environnement, intéressante étude de l'ADEME sur la tarification incitative. L'ADEME milite beaucoup pour celle-ci, sauf qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de conséquences négatives, notamment en matière de dépôt sauvage de déchets. Oui, mais les avantages l'emportent sur les inconvénients, nous dit l'ADEME, ce qui n'est pas nouveau dans son discours, mais c'est étayé cette fois-ci sur un document et une étude très intéressante. L'Assemblée nationale, de son côté, planche sur l'adaptation de la politique de l'eau aux défis climatiques avec 81 propositions très intéressantes d'une mission ad hoc. Et puis, en matière d'environnement, le théâtre de la Guyane a rendu un jugement intéressant pour ce qui est du raccordement à l'assainissement collectif, ou le refus légal d'être accordé à l'assainissement collectif, même quand on est en zone ANC, même en ville. De ce point de vue-là, c'est pas tout à fait nouveau, mais plus intéressant est ce jugement sur les questions des eaux pluviales en ville urbaine. Et puis a été diffusée une circulaire, sans doute une des dernières de la première ministre Borne, sur l'engagement pour la transformation écologique de l'État. Autre instruction, signée Béchu cette fois, du gouvernement sur la stratégie des contrôles en matière de police de l'eau et de la nature. Le ministre de la Culture s'intéresse également à la transition écologique avec un titre très ministère de la Culture, un guide d'orientation et d'inspiration pour la transition écologique de la culture. Voici ici les références de téléchargement. Abordons maintenant le droit des contrats. Le Conseil d'État a étendu la portée du devoir de conseil du maître d'œuvre à l'égard du maître d'ouvrage, mais il a également rendu une autre décision le 15 janvier sur la compétence du juge des référés mesure utile quand on parle de tarification des concessions. Mais bon, l'actualité dominante de ces jours derniers, c'était bien évidemment dans le petit monde du droit public, le premier arrêt de la toute nouvelle Cour d'appel financière, confirmant la position de la Cour des comptes dans le fameux arrêt Alpexpo. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2023, on a un nouveau régime de responsabilité unifiée ordonnateur comptable. On appelle ça maintenant les RGP, responsabilité des gestionnaires publics. Et on a, dans le premier arrêt Alpexpo de mai 2023, la Cour des comptes avait eu une interprétation assez prudente sur l'intérêt pour soi-même et non pas pour autrui en tant qu'infraction financière pour des faits antérieurs à 2023. La Cour d'appel financière a validé cette interprétation peu extensive, mais surtout, ce que l'on retient, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup d'infractions où on est sanctionné si on a fait une faute grave et un préjudice financier significatif. Eh bien, le préjudice va s'apprécier au regard des montants en cause. Si c'est des violations des règles de combinaison publique, par exemple, on va regarder la différence entre les règles, le coût qui a été réellement exposé et ce que ça aurait été si on avait respecté les règles de la commande publique. Comment l'apprécier, c'est pas évident. Et on va apprécier tout ceci à l'aune des volumes en cause, notamment pour la structure même.
ce qui va limiter un certain nombre de cas de mise en œuvre de ce nouveau régime de responsabilité. Donc CAF, 12 janvier 2024. Et puis l'autre actualité de cette semaine, c'est est-ce qu'une très grande ville, Paris en l'espèce, peut, mais même chose pour les départements avec les collèges et les régions avec les lycées, cesser de verser le forfait d'externat à une école privée sous contrat juste parce qu'on pense que les règles éducatives, les règles du contrat ne sont pas respectées. La réponse est non, ça c'est le boulot de l'État, c'est pas le boulot de la collectivité. Ça a été un grand sujet cette semaine, alors je vous ai mis ici plein de jurisprudences, elles sont toutes concordantes pour dire que non, ce n'est pas le sujet du point de vue de la ville, ce n'est pas dans ses attributions, sauf dans certains cas, sur certains aspects sanitaires et encore. Autre actualité, une décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 2024 qui valide le régime de la loi 3DS et puis d'un décret ensuite qui permet en cas d'incinération dans les crématoriums de valoriser les métaux issus de nos ultimes cendres. Vaste sujet. Et puis les mini-brèves que voici et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier, modification, dont avenant, au DSP, quelques conseils opérationnels. Je n'ai pas voulu cette semaine faire une vidéo sur un sujet d'actualité, mais aborder un domaine où nous voyons beaucoup de difficultés, mois après mois, année après année, dans le monde public. Comment appréhender les modifications, les avenants, mais il n'y a pas que ça, au DSP, comment éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Pour tout ça, j'ai voulu poser des questions à mon associé, Evangelia Karametrou. Bonjour Evita. Bonjour. Oui, entre nous on l'appelle Evita. Alors, si on se concentre bien au sein du monde des concessions sur les DSP, uniquement celles-ci, d'abord il peut y avoir des modifications entre passation et signature, mais ça reste limité, c'est ça ? Tout à fait. Et il faut se poser à minima 3 questions. La première étant, est-ce que la modification porte atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ? Exemple, la communication devra se faire à tous les candidats en même temps, à quel moment, comment, etc. Un examen subtil et s'impose au cas par cas. Deuxième question, comment laisser un délai suffisant permettant aux candidats de prendre connaissance de ces modifications et d'adapter leur offre en conséquence. Là encore, prudence et examen au cas par cas, à la lumière bien sûr à chaque fois de la jurisprudence. Et troisième question, et surtout j'ai envie de vous dire, la modification, est-ce qu'elle est substantielle au point de remettre en cause la mise en concurrence initiale ? Question cruciale. Et là encore, un examen, surtout à la lumière de la jurisprudence, s'impose au cas par cas. Et avec quels conseils à ce stade ? Alors, quels sont mes conseils à ce stade ? Ça serait d'abord de distinguer ce qui peut être imposé ou pas aux candidats à ce stade de la procédure et divulguer surtout à tous les candidats eu égard au secret des affaires, au secret industriel et commercial. Ne pas prendre les modifications à la légère en se disant que cela se verra moins peut-être au moment de la mise au point. Cela peut être pire quelquefois. Ou au moment de l'exécution du contrat, puisqu'ainsi qu'on va le voir tout à l'heure, les possibilités de passation d'un avenant sont maintenant très limitées par le Code de la commande publique. Et parfois, ajouter une phase supplémentaire de négociation pour donner le temps des échanges entre la personne publique, l'autorité concédante et les candidats, en associant les financiers éventuellement, le bureau d'études techniques, etc., les élus aussi, autour de la table, pour aboutir à un projet de contrat qui convient à tout le monde. Bon, maintenant on a notre contrat, il est signé, et il va y avoir des avenants, voire parfois des modifications latérales. Quelles sont d'abord, rapidement, les conditions de forme ? Il y a donc toute une procédure à respecter. Je vais vous indiquer à l'écran quelques détails. C'est à surveiller, en tout cas, comme le lait sur le feu. Bon, de toute manière, les modifications unilatérales sont assez limitées quant à leur possibilité. Oui, les sujets complexes, il faut faire très attention et les réponses à apporter aussi. Mais si on veut schématiser, il faut d'abord se fonder sur l'intérêt général. Ne pas concerner les clauses financières à quelques subtilités près et on ne peut surtout pas bouleverser l'équilibre financier du contrat. Or, certaines spécificités propres aux circonstances exceptionnelles, à la théorie de l'imprévision, etc. Donc, à faire très attention sur tout ça. Et puis, il y a surtout les cas classiques d'avenant, mais là aussi avec des pièges à éviter. On est maintenant au stade de la phase de l'exécution du contrat et évidemment la vie d'un contrat, surtout la durée longue d'un contrat tel qu'une DSP, nécessite quelquefois quelques modifications.
Donc, on se pose la question, est-ce qu'on peut passer un avenant? Oui, non, pourquoi, etc. Il faut alors procéder en deux temps. D'abord, vérifier qu'on ne change pas la nature du contrat, puis s'assurer qu'on a un argumentaire solide pour faire rentrer l'avenant dans une des 6 hypothèses qui sont prévues par le Code de la commande publique. Et la plupart des fois, on va rencontrer pas mal de difficultés. Oui, donc première étape, ne pas transformer la nature du contrat, ce qui est une évidence. On ne transforme pas un marché en DSP ou réciproquement. Oui, on vient de le dire, on ne peut pas changer l'équilibre du contrat au point, par exemple, de transformer une DSP en marché public. Il faut faire attention, quand on modifie surtout une délégation de service public, de ne pas enlever tout risque au délégataire, parce que quelquefois, le délégataire viendra vous voir avec des modifications qui feront peut-être que la nature du contrat sera changée. Mon conseil à ce stade, évidemment, est de se faire accompagner par un conseil juridique, un avocat, mais aussi surtout faire une simulation financière pour sécuriser les choses en cas de contentieux, puis s'assurer, se dire, c'est possible, ce n'est pas possible, je modifie ou pas la nature de mon contrat, ou en tout cas je rentre, même financièrement, dans une des 6 hypothèses qui sont prévues par le Code de la commande publique, y compris pour éviter les risques au pénal. Et puis seconde étape, le cœur du sujet, les fameux 6 critères alternatifs permettant de fonder en droit un avenant. Allez, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, même si on pourrait y passer des journées entières? En pratique, c'est le gros du travail qui alors est à accomplir, c'est-à-dire donner les justifications nécessaires pour que les changements, les modifications que nous voulons effectuer rentrent dans une de ces 6 hypothèses. Donc, une des méthodes, par exemple, très pratique, ça serait de faire un tableau avec en colonne les 6 cas et d'essayer de rentrer vos modifications, de voir dans quelles sous-hypothèses correspondent et donc de voir est-ce que c'est justifié ou pas, est-ce que ça correspond à une de ces 6 hypothèses. Et vous voyez si ça passe ou si ça passe pas. En droit d'abord, et puis après avec une AMO financière éventuellement, ou avec vos propres services évidemment, s'ils sont experts en la question, s'ils ont les compétences, et avec un expert financier ou technique, ou de services, vous les transformez, vous essayez de voir si ça rentre, si ça passe, et évidemment après essayez de faire pour que ces arguments se transforment en point de négociation avec votre délégataire, pour pas complètement céder à toutes ces modifications lorsque les demandes de modification proviennent de ce délégataire, évidemment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nombre de délégataires n'hésitent pas à demander des choses impossibles et indues. Vous l'avez vécu, je pense, pour certains d'entre vous. Et le droit sera alors non seulement votre protection, mais aussi votre outil de négociation, bien sûr. Et surtout, toujours, attention au pénal. Bien, merci beaucoup Evangelia. Merci beaucoup, à bientôt. Et merci à vous. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.